Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un jeune poète du nom Kala Khalil Mahamat. Avec lui, nous parlons de son recueil de poèmes intitulé Miroir social. Le livre est paru chez Eddy Livre en 2017. Bienvenue, monsieur Khalil. Merci beaucoup. Monsieur Khalil Mahamat est né le 25 novembre 1990 à N'Djamena. Il est juriste, énarque, voilà, titulaire donc d'une licence en droit public. Il est actuellement administrateur civil au ministère de l'administration du territoire et de la gouvernance locale. L'auteur précise dans sa biographie qu'il fait partie de la 17e promotion sortante de l'ENA Tchad. Voilà, ce sont là des belles informations. Alors, monsieur Kala Khalil Mahamat, vous avez écrit Miroir social. L'image de la première de couverture est beaucoup parlante. Hein. C'est un jeune enfant en train de courir. On ne sait pas, il fuyait un danger. Il a même coupé sa babouche et tout cela. Est-ce que vous pouvez nous donner une légère description de cela? Oui, effectivement. L'image est le symbole même du livre. La première page de la couverture montre un jeune adolescent qui fuit la jungle. Et cette jungle, elle est dense et intense. Elle est remplie des animaux dangereux, tels que le serpent, les loups, les crocodiles, les lions. Et ce jeune adolescent, il est apeuré, effrayé, il fuit. Donc pourquoi cette image? C'est-à-dire, ce jeune garçon, il fuit l'injustice, la corruption, la misère dans toutes ses formes. Donc il fuit vers une lumière. Il fuit pour aller là où il y a justice. Pourquoi avoir intitulé le recueil du poème Miroir social? Est-ce que c'est votre choix ou c'est le choix de l'éditeur? C'est mon propre choix, Oui. puisque je suis un membre de la société humaine. Et comme le titre le dit, miroir social, c'est un miroir de société. Pourquoi l'on se mire d'abord, chez soi ou ailleurs? L'on se mire, c'est pour arranger les imperfections. Donc, miroir social est le reflet de nos maux, de nos maladies quotidiennes. C'est un petit peu comme le dirait, je crois, c'est Stendhal, il parlait du roman en fait, mais c'est de la littérature en général, que le roman est un miroir qu'on promène le long du chemin. Ça veut dire que ça reflète les réalités de la société. Oui, on dit aussi que la littérature est un miroir de société. Donc dans la littérature, on a le roman, on a la poésie, on a nouvelles, on a les contes, on a plusieurs genres littéraires, le pamphlet, etc. Donc miroir social aussi fait partie de cette partie intégrante de la littérature. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé le titre Miroir social pour mieux refléter le quotidien. Alors en ouvrant le recueil, on trouve un poème intitulé À ma mère, directement là. La place de ce poème viole un peu les règles conventionnelles de présentation des livres parce qu'il est placé avant la dédicace et le remerciement. Pourquoi un tel choix? Oui, j'ai commencé avec ma mère, c'est pour signifier et insister sur l'importance de la mère, puisque nous avons tous des mères et la mère est au centre de tout. C'est elle qui nous a donné la vie, c'est elle qui nous a fait grandir dans la rectitude, le droit chemin. Donc, mettre la première page qui parle de ma maman, c'est pour moi une façon de l'immortaliser et de commencer mon travail par elle, puisque c'est à base d'elle que je suis venu en vie même. Et le long de votre recueil de poèmes, la femme est exaltée, elle est magnifiée, mais on a comme l'impression que les hommes sont un petit peu oubliés, les papas. Non, ils ne sont pas oubliés. Et aussi, ils ont leur place. Mais le choix principal, c'est la mère. Et surtout, même moi, dans ma religion, un jour, un compagnon du prophète est venu voir le prophète. Il lui demande, entre ton père et ta mère, qui est le plus proche de toi? Et le prophète a insisté, il dit, ta mère, encore ta mère, 3 fois avant le père. Donc tous les deux sont des parents, on doit les respecter.
Mais le premier choix, c'est la mère. Mais j'ai écrit aussi un poème qui parle de papa. Oui, il y a un seul, oui. Oui. Mais tous les deux, ils sont importants dans la vie. Le premier poème intitulé « Je rêve » apparaît en 3 actes. Ce poème nous rappelle un petit peu celui de Martin Luther King, l'américain, « I have a dream ». Avez-vous lu ce célèbre poème? Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré? Bon, non, c'est après avoir écrit le livre que j'ai pu lire l'intégralité de son discours. Sinon, avant, j'ai eu quelques paragraphes, mais je n'ai pas lu l'intégralité de ce texte. Alors, la différence qu'on rencontre entre I Have a Dream de Martin Luther donc, et le vôtre, et votre Je rêve, est que le pasteur noir américain a prédit la fin du racisme et de la traite des Noirs. Mais vous rêvez d'un monde chimérique, d'un monde paradisiaque. De la page 9 à la page 14. Vous parlez des choses peut-être presque irréelles. Un monde sans douleur, un monde sans famine, un monde sans hypocrisie, un monde sans tyrannie, sans meurtre, sans xénophobie, sans barbarie. Il y a tellement de bonnes choses qu'on a comme l'impression qu'on n'est plus sur Terre. Oui, mais on rêve toujours d'avoir un monde meilleur. Mais hélas, dans le quotidien, il y a toujours des injustices par-ci, par-là. Bon, c'est pas un monde paradisiaque comme vous le dites carrément, mais un monde, disons, où il n'y a pas d'injustice, de violence, il n'y a pas de racisme, de terrorisme, il n'y a pas l'effusion du sang. Un monde normal. Bon, c'est un rêve, donc on tend vers ce rêve, malgré qu'il y a des imperfections. Je ne peux pas dire qu'on peut atteindre tous ces rêves, mais la société humaine devra faire de son mieux pour essayer de réparer certaines injustices. L'Afrique et le Tchad sont, entre guillemets, très mal décrits dans vos poèmes. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Bon, je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. Quand un client part à l'hôpital, le docteur le consulte d'abord. Après examen, d'abord on lui délivre une ordonnance. Mais ici, Miroir Social reflète, crache nos problèmes, expose ces mots qui gangrènent notre société humaine et par-delà appelle à une prise de conscience collective. Et j'aimerais que le monde entier s'élève comme un seul homme pour dire plus jamais ça, plus d'injustice, et nous allons essayer de changer ce monde. À la page 24, nous avons un poème intitulé La Grande Interrogation. Vous dites, je lis quelques vers. N'as-tu pas entendu de Bébalum 1952? N'as-tu pas entendu la révolte de Mau Mau? N'as-tu pas entendu la Kabylie en Algérie? N'as-tu pas entendu le Rwanda de 1984? Tout le poème finit par une interrogation. À qui est donc adressée cette interrogation et quelle réponse attendez-vous? J'attends pas une réponse exacte, mais je soulève des questions de réflexion, puisque tous ces grands mouvements ont été réprimés par le colonisateur à l'époque. Il y a eu vraiment un massacre. Au Kenya avec Mau Mau, au Tchad avec Bébalum. Jusqu'à là, je pense qu'il y a un monument dédié aux martyrs de Bébalum de 1952. Donc le colon, une fois installé au Tchad et un peu partout en Afrique, a réprimé tout mouvement de contestation. Et même après l'indépendance, le monde est resté mieux face à cette barbarie. C'est donc dans cette perspective-là que vous dites, dans le poème intitulé Détourné, vous semblez dire que le malheur du Tchad ne vient pas des Tchadiens, mais des impérialistes. Ces impérialistes, ce sont les colonisateurs, j'ai l'impression de voir. Oui, les colonisateurs, un peu de deux, puisqu'avant, le Tchad vivait seulement en royaume. On avait les 3 royaumes, le royaume de Kanem, Bornou, le royaume de Bagrimi et les 3 royaumes. Donc ces 3 royaumes vivaient en paix. Il y avait une harmonie, c'était des monarchies. Et après, il y a la colonisation. Après, on est passé à une république. On est passé au système nouveau de gouvernance qui est l'État. Donc,
à l'époque, il y avait une paix et il y avait l'entente cordiale entre tous les Tchadiens. Donc une fois qu'il y a eu colonisation, il y a les problèmes ont déjà commencé, le problème du Tchad. Après l'indépendance, 6 ans seulement, il y a la rébellion du Frolina, la première rébellion à Mangalmé, en juin 1966. Donc à partir de là, le problème du Tchad s'est déclenché, s'est dégénéré. Au fur et à mesure, on part d'une guerre à une guerre, Donc la responsabilité est, disons, partagée. À la page 27, le poème intitulé Le Mal, vous dites « Ah, cyniques instruits, ils sont les plus dangereux ». On a comme l'impression que vous mettez l'instruction du mauvais côté. C'est comme si ce n'est pas bien d'être instruit. Est-ce que c'est cela? Je parle des individus plutôt. Oui, de ces individus. Puisque la colonisation, c'était au passé et c'est déjà passé. Mais maintenant, ce qui nous reste, c'est les débris de la colonisation, les effets à long terme de la colonisation. Jusqu'à là, on parle encore d'un nouveau concept du néocolonialisme. Donc c'est dans cette perspective que je parle qu'il y a aussi des failles encore à résoudre. Ces colons qui sont venus, ils ont fait parfois du bien et du mal, entachés de tout cela. Et même après l'indépendance, nous sommes déjà autonomes, nous sommes en liberté, mais il y a certaines choses qu'on doit les regarder. Le poème intitulé Le Pacte. D'après ce poème, vous semblez dire que les Tchadiens ne sont pas encore unis. Ils ont sacrifié la citoyenneté sur l'autel du tribalisme, du régionalisme et des religions. Commentaire? Oui, les Tchadiens sont unis, je ne peux pas dire le contraire. Il y a même l'article 1 de la Constitution qui dit que le Tchad est une république unie et indivisible. Donc les Tchadiens sont unis. Mais le problème est l'effectivité de l'unité nationale. Est-ce que cette unité nationale est-elle effective? Est-elle consolidée? Est-ce que nous sommes un État-nation? Est-ce que nous avons accepté de vivre ensemble, de partager nos diversités et de projeter l'avenir ensemble et développer ensemble? C'est ça le problème. Donc, l'unité nationale sur le terrain n'est pas encore consolidée. Il y a des divisions par là, le repli identitaire est plus favorisé. Il y a beaucoup plus le népotisme, le favoritisme qu'on voit dans la pratique. Donc j'appelle à cette unité. Donc je dénonce le méfait qu'on vit actuellement. Ok. Le poème intitulé Jeunesse, vous déplorez un petit peu le sort de la jeunesse dans ce poème. Jeunesse alcoolisée, jeunesse vandalisée, jeunesse dépravée, jeunesse empoisonnée, jeunesse piégée, jeunesse, etc., etc. Oui, j'appelle la jeunesse à prendre le défi. Le seul défi nécessaire pour la survie et l'existence même humaine, c'est le travail. Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas beaucoup travailler. Quand vous voyez même dans les écoles, parfois ils sont dehors, ils sont dans la cour, ils désertent, ils n'étudient pas leurs leçons, ils ne s'intéressent pas à la culture du travail. Ils aiment la facilité, ils sont là à passer leur temps dans des loisirs, sur les réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi j'appelle cette jeunesse de prendre conscience que seul le travail libère, seul le travail amorce le développement, de laisser le vandalisme, l'alcool, la drogue. Ça, c'est des poisons qui nous font que reculer. Donc, une jeunesse consciente est un fer de lance pour le développement. C'est pourquoi je les exhorte au travail, au civisme et au patriotisme. Et de l'autre côté, vous accusez un petit peu, entre guillemets, quand même, l'homme politique de ne rien faire pour son peuple. Oui, et ça, c'est une question qu'on doit la traiter d'une manière subjective. Oui. Puisqu'il y a plusieurs hommes politiques, ça dépend de l'homme politique qui tient sa promesse de campagne et de l'homme politique qui ne tient pas sa promesse de campagne. Mais nous, en tant que peuple, nous voulons d'un leader qui honore ses engagements et comme dit-on,
le pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. Oui. Donc un homme politique qui expose son projet de campagne, son programme, il doit essayer de faire comme il a dit et non tromper le peuple. Il y a un poème qui est intitulé Tramol. Vous faites tout un réquisitoire contre le tramol et vous le rendez responsable de beaucoup de malheurs. N'est-ce pas? Dit-on que c'est un produit pharmaceutique, le tramol. Oui, oui. C'est un peu comme un produit anesthésiant. Lorsque, en cas d'accident ou en cas de douleur extrême, le médecin peut prescrire pour calmer le patient. Mais on voit dans la pratique que les gens l'utilisent à d'autres fins. Ils l'utilisent pour se droguer. Et quand on l'utilise à d'autres fins, on déroute le médicament de son objectif principal. Et c'est pourquoi ça crée des désordres dans la société tchadienne. Et d'ailleurs, c'est un délit. Le stupéfiant est un délit passible de peine qui est prévu par le code pénal général. Un autre poème, Je n'ai rien. Pourquoi dites-vous que... Enfin, on suppose que le jeu désigne l'auteur, le poète. Oui. Pourquoi dites-vous que je n'ai rien alors que vous savez écrire et mettre le monde dans un livre? Oui, c'est une façon pour moi de dire que j'ai seulement les stylos pour dénoncer les injustices. J'ai pas les moyens de changer ces injustices. Mais à travers la voix, à travers l'écrit, à travers la parole, je peux essayer d'interpeller le monde pour un changement. C'est pourquoi j'ai intitulé ce poème Je n'ai rien. Un autre poème, Pauvre pays. Ici, vous rappelez des dates qui rappellent en tout cas les tristes événements survenus au Tchad. Le 22 juin 1966, le 13 avril 1975, le 12 février 1979, le 7 juin 1982, ainsi de suite. Et vous finissez par dire que des séparations douloureuses, des rues arrosées de sang. Oui, j'ai cité un peu plus les grandes dates, les grands événements du Tchad, surtout des mauvais événements, les événements de la guerre. Donc, quand il y a la guerre, il y a des réfugiés, il y a des déplacés. Récemment, en 2008, on a vu au mois de février, le 2-3 février, il y a des femmes qui ont failli tomber, leurs enfants, du haut du pont. Donc, quand il y a la guerre, les gens courent par-ci, par-là, pour chercher là où il y a une tranquillité. Donc, j'expose ici les grandes dates, les dates malheureuses, et pour signifier que on a eu des morts, des voisins, des frères, des proches. Et pourquoi tout cela? Pourquoi cette guerre? Pourquoi pas la guerre? Est-ce qu'on peut vivre sans faire la guerre? Donc c'est un appel d'amour et de fraternité pour un monde de paix. Le faux parler, c'est un autre poème dans lequel on vous dit les problèmes de l'humanité n'ont pas de solution d'une certaine façon. Je suis en train de vous paraphraser. Oui. Les problèmes de l'humanité n'ont pas de solution dans les sommets des Nations Unies. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Oui, l'ONU a été créée en juin à San Francisco, aux États-Unis. C'est pour essayer d'instaurer la paix dans le monde. Oui, et la sécurité internationale. L'objectif principal de l'ONU, c'est la paix. Et depuis sa création jusqu'à nos jours, maintenant, il y a la guerre en Syrie, en Afghanistan, un peu plus en Libye, au Nord Mali. On voit toujours que la guerre ne s'arrête pas dans le monde. Et on voit des conférences des ministres, des conférences des présidents, le Conseil de sécurité se réunit, l'Assemblée générale de l'ONU se réunit, et chaque jour, des pertes humaines sont enregistrées dans le monde. Est-ce que l'ONU, c'est des questionnements, est-ce que l'ONU a failli à sa mission de maintenir la paix dans le monde? Et pourquoi cela? Pourquoi toujours le sang coule, le sang humain coule dans le monde? Le pouvoir, c'est un poème à la page 56. Vous dites, les hommes s'entre-déchirent à cause du pouvoir, alors que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et il le retire quand il veut. Autrement dit, est-ce que
on doit rester croiser les bras pour dire que c'est comme c'est Dieu qui fait tout. Non, non, non. On ne doit pas croiser les bras. C'est vrai que la décision finale appartient à Dieu. On dit souvent que la souveraineté appartient au peuple. Oui. Mais on est tous des croyants. Et dans chaque grande œuvre, il y a Dieu. Dieu est derrière, avant toute chose. Donc le pouvoir, pour moi ici, est une source de mal, puisque même Adam a été chassé du paradis à cause du pouvoir. Satan lui est venu lui dire, si tu manges ce fruit, tu vas devenir Dieu. Tu vas devenir Dieu, tu vas devenir puissant. C'est cet envoûtement du pouvoir. L'homme veut être puissant et avoir le moyen de tout contrôler. Donc c'est dans cette initiative que j'ai dénoncé le pouvoir et dit que en dernier ressort, même l'homme appartient à Dieu. L'homme et son pouvoir, les deux, il retourne à Dieu un jour à l'autre. Donc c'est pourquoi j'ai dit le pouvoir, c'est une affaire de Dieu et c'est Dieu qui donne à qui il veut. Un autre poème qui attire l'attention du lecteur, Les couloirs. Là-dedans, vous semblez dire que le mal du pays vient du fait que tout se passe dans les couloirs de facilité, tout est arrangement, tout est corruption. Il y a des imperfections à corriger dans l'administration publique tchadienne, puisque les textes sont là, mais les gens piétinent les textes. Par exemple, pour accéder à la fonction publique, on a la loi 17. Chaque Tchadien doit réunir les conditions pour accéder à la fonction publique. Donc il y a l'égalité de chance. Une fois réunir les critères, tu as droit à l'intégration. Mais dans la pratique, on voit pas des bonnes choses dans la pratique. Tout s'arrange parfois dans certains couloirs, les avancements, les promotions. Donc il y a des imperfections dans l'administration tchadienne et notamment la corruption aussi. La corruption aussi gangrène notre administration. C'est pourquoi le président même a dit arrêtez la corruption, arrêtez de voler. Et est-ce que cet appel de cesser cette injustice a été écouté par les citoyens? C'est ça le problème. Dans le même ordre d'idée, vous accusez un petit peu la fonction publique. Toi, la fonction publique, c'est à la page 70. Vous l'accusez donc pour des choses apparemment qui ne relèvent pas de ses compétences. Je lis quelques vers. Tu fuis tes enfants emprisonnés à l'étranger, tu t'en fous. Tes citoyens arrêtés à l'étranger, tu t'en fous. Tes enfants meurent de faim, tu t'en fous. Tes fous déambulent dans les rues, tu t'en fous. Tes salariés ne sont pas payés, tu t'en fous. Tes étudiants laissés pour compte ici et à l'étranger, tu t'en fous, etc. etc. C'est comme si la fonction publique, d'après vous, pouvait donner solution à tout ce qui se passe dans la société. Oui, ici je parle à la fonction publique, beaucoup plus j'indexe l'administration publique tchadienne. Les régimes peuvent changer, on peut aller d'un régime à un autre. Mais l'administration publique continue. Il y a même un principe qui dit que le principe de continuité de l'administration. Et une fois que l'administration est en activité, elle doit penser à ses citoyens. Donc, c'est pourquoi j'appelle l'administration tchadienne. Et ceux qui gèrent l'administration tchadienne de prendre les responsabilités et de faire ce qui est nécessaire pour le bien-être et le développement des Tchadiens. Alors, Miroir social, c'est peut-être votre premier ouvrage, oui? Oui, c'est le premier. Comment vous vous êtes intéressé à la poésie? Qu'est-ce qui vous attire là? Bon, la poésie, c'est un genre aussi qui n'est pas simple. Il y a la poésie libre, il y a la poésie classique régulière, la poésie classique régulière. Bon, j'aime la poésie. Et je me sens à l'aise dans ce genre littéraire. Et ça me permet d'aiguiser mieux mon esprit critique et d'écrire mes vers. C'est une question de choix. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Nous vous demandons donc de nous proposer, de nous déclamer, si vous voulez bien, un poème de votre choix à nos téléspectateurs. Je vais vous lire le poème intitulé « Comment vivre dans ce pays ». Mon pays, comment vivre dans ce pays où toute chose se mesure et ne se mesure que soit
avec l'argent ou soit avec l'affinité. Comment vivre dans ce pays où la corruption gangrène, la grande corruption gangrène toute l'administration. Comment vivre dans ce pays où les détournements font légion, surtout des détournements des deniers publics qui deviennent une coutume nationale. Comment vivre dans ce pays où les plus forts sont les plus fous et oppriment les plus faibles. Comment vivre dans ce pays? Ça finit par une interrogation. Monsieur Khalil Mahamat, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le plateau de Belles Lettres. Merci pour ce moment de partage. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, nous sommes donc arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu comme invité sur ce plateau Monsieur Khalil Mahamat. Nous avons parlé donc de son recueil de poèmes intitulé Miroir social. Le livre est paru chez Eddy Livre en France en 2017. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci de continuer de regarder les programmes de Télé Tchad.